Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui notre initiative de modéliser et simuler la propagation du virus Covid-19 à travers la population française. Donc c'est un travail qui a été réalisé par Jürgen Reingruber, Andrea Papal et moi-même. Nous sommes à l'école normale supérieure et je dirige le groupe de biologie computationnelle, mathématiques appliquées, analyse de données et médecine prédictive. Donc j'ai organisé cette présentation de la façon suivante. Je vais d'abord vous décrire les données publiques qu'on a utilisées pour calibrer le modèle, quelques informations sur les masques qui nous ont servi à faire les prédictions sur ce qui va se passer après le déconfinement. Brièvement, je vais vous parler du modèle multi-échelle qu'on a développé et sa calibration. Ça fera l'objet d'une présentation future. Je vais également vous parler ensuite des résultats des simulations et des conclusions générales. Donc d'abord, les données publiques que nous avons utilisées. Nous avons utilisé les informations qui étaient présentes dans le groupe, dans le site web Géode Santé publique France. Et comme vous voyez sur cette carte, la France est divisée en deux, avec deux grands axes, et ces grands axes sont constitués de 5 régions. Donc je reviendrai à la slide qui va suivre sur ces 5 régions. Mais brièvement, le nombre de cas hospitalisés, comme vous pouvez voir sur cette courbe ici, entre la France et ces 5 régions, sont extrêmement similaires. Et dès le mois d'avril, on pouvait voir que si le nombre de personnes hospitalisées en France était de 28 000, ces 5 régions présentaient 23 000 cas, donc ça veut dire un ratio de 0,08, c'est-à-dire 80%, alors qu'elles représentent que 36 millions de personnes sur 67 millions, donc ça veut dire à peu près 54% de la population. Donc la moitié en gros de la population concentre 80% des cas. Donc ces 5 régions sont l'Île-de-France, le Grand Est, l'Auvergne-Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur et le Hauts-de-France. Donc on a décidé de se focaliser sur ces 5 régions. Et pour être un peu plus précis dans notre analyse, on a utilisé une division des groupes d'âge en 5, de 0 à 24, 25-49, 50-59, 60-69 et plus de 70 ans. Donc en fonction du code couleur à droite, je vous ai représenté ici le nombre de cas de personnes hospitalisées en soins intensifs B, C retournant à la maison et D le nombre de morts cumulés pour tout le territoire et pour ces 5 régions. Et quand on fait le ratio de ces paramètres France divisé par ces 5 régions, que je vais vous montrer maintenant, ce qu'on voit c'est qu'il est à peu près constant. Là sur le nombre de personnes hospitalisées, à peu près à 1,2. Sur le nombre de personnes en soins intensifs, donc ça c'était un peu moins, je dirais, on pouvait se fier un peu moins à ce paramètre, puisque beaucoup de personnes en soins intensifs avaient été évacuées dans d'autres régions. Le nombre de ratios de personnes retournant à la maison et le nombre de personnes décédées, hein, comme vous pouvez le voir, il est à peu près constant. Et donc on a utilisé ces informations quand on n'avait pas assez d'informations sur le site de Géode pour pouvoir extrapoler. Maintenant, je vais vous parler brièvement de la construction de ce modèle multi-échelle qui est flexible par rapport au modèle système dynamique SIR et leur extension. On peut l'utiliser pour tenir compte de changements de politique, de décisions, par exemple, sur l'augmentation du temps de personnes passées en soins intensifs, etc. Et ce modèle il peut être utilisé également pour faire des prédictions lorsqu'on a une information à tenter et on veut avoir l'information sur les semaines qui vont suivre. Donc brièvement, le modèle tient compte de ces 5 catégories d'âge, également qu'on appelle groupes, et également de différentes catégories, hein, qui sont les différents événements qui se passent dans le processus infectieux, c'est-à-dire au temps t égale 0 quand une personne devient infectieuse, ensuite elle a des symptômes, ensuite elle peut aller à l'hôpital, aller en soins intensifs et retourner chez elle ou décéder. Et donc on peut tenir compte de ces différentes durées
qui sont différentes pour chacun, et modélisées en utilisant des probabilités de transition, ce qui va se passer au niveau individuel. Donc on a plusieurs échelles de temps, l'échelle de temps de passer du jour n au n plus 1, la durée après le moment où une personne a été infectée, et le temps passé dans ces différentes catégories. Donc trois échelles de temps qui sont importantes pour que le modèle soit précis. Donc brièvement, si on considère que K est une catégorie d'âge, par exemple K égale 1 pour la catégorie des 0 à 25 ans, N c'est le temps, chaque jour, passant de n à n plus 1, donc on peut écrire des équations pour dire que le nombre de susceptibles, c'est le nombre de susceptibles au jour n moins le nombre de personnes qui ont été infectées, et donc on peut écrire un système d'équations, donc je détaillerai ça plus tard. Et donc, encore une fois, pour comprendre ici la subtilité du modèle de tenir compte de ces différentes échelles de temps, ici on mesure pour le nombre de personnes infectées qui est dans le groupe K dans la catégorie J, au temps n, on peut mesurer la durée m qui est le temps après infection, et par le temps L qui est le temps après infection une fois qu'on est dans la catégorie J. D'accord? Donc on peut mesurer différentes échelles de temps pour chaque personne et les sommer sur toute la population. Donc pour tenir compte également de ce qui se passe en France, on a utilisé ce qu'on appelle la matrice de contact. C'est combien de contacts une personne a en fonction de son âge et de sa catégorie. D'âge. Et donc ici, on voit par exemple que les personnes entre 0 et 25 ans interagissent beaucoup plus entre eux qu'avec des personnes de plus de 70 ans. Et donc cette matrice ici, qui a été révélée par cette étude publiée dans PLOS ONE, nous on l'a réduite pour nos 5 catégories à une matrice 5-5 qu'on a utilisée comme matrice d'interaction. Maintenant, je vais vous parler des masques, l'effet des masques, et cet effet des masques a motivé nos simulations pour prédire ce qui va se passer. Alors, quel est l'effet des masques? Une étude récente publiée dans New England Journal of Medicine, en utilisant une visualisation par un laser qui permettait de visualiser les gouttes qui sont émises lorsqu'une personne parle. Donc vous voyez ici à gauche une personne parle, donc vous voyez toutes ces gouttelettes qui sont émises et qui ne sont pas nécessairement visibles à l'œil nu puisqu'elles peuvent être toutes petites, moins de 5 microns. Et voici ce qui se passe lorsqu'une personne porte un masque. Leur nombre est drastiquement réduit de façon immédiate, donc il y a une baisse notoire de la projection. Alors, d'un point de vue statistique, on a, en analysant des données du nombre de cas infectés, on a regardé juste après le confinement, donc on a normalisé par rapport au jour du confinement, quel était le nombre de nouveaux cas par confinement. Donc en vert, c'est la courbe française. Elle est encadrée par la courbe de Hong Kong, où les gens ne portaient que des masques et le confinement n'était pas obligatoire. Et en République tchèque, il y avait également des masques. Donc le fait que statistiquement cette courbe soit encadrée par 2 pays où le port du masque avait été obligatoire, au moins dans les lieux publics, et permettait donc de montrer que le port du masque est un outil qui réduit significativement, au point de vue de la population, la propagation et donc le nombre de cas infectés. Enfin, une troisième étude ici publiée dans PLOS Pathogènes avait étudié plus particulièrement 2 types de particules qui sont émises lorsque l'on parle ou lorsque l'on tousse. C'est les particules qui ont un diamètre de plus de 5 microns et celles dites particules fines qui ont un diamètre de moins de 5 microns. Alors, de façon intéressante, ce sont ces particules fines qui restent dans
l'air quand on parle, et qui contiennent le plus de particules virales, puisqu'elles en contiennent à peu près 10 fois plus que les particules qui ne sont pas fines. Et donc cette étude montra que les masques chirurgicaux permettent de réduire le nombre de particules fines, la fraction de particules fines, avec un facteur de 2,8, donc qui sont émises, alors que pour les particules qui sont plus grossières, ça réduisait par un facteur 25. Mais néanmoins, ce sont les particules fines qui contiennent 10 fois plus. Donc c'est elles qui sont les plus nocives. Et donc ça nous a permis de formuler une hypothèse de travail, c'est que les masques peuvent réduire le R0 d'un point de vue d'un facteur 2,8, et on va tester ici en réduisant par un facteur 2,5 et 3 après le déconfinement pour essayer d'estimer ce qui peut se passer. Alors, maintenant je vais vous parler de la calibration du modèle. Pour la France, ici en fonction du temps, vous voyez le nombre de cas confirmés pour différents pays avec un taux de 0,2. Et donc ici, donc j'anticipe un tout petit peu, le modèle ici a été calibré pour avoir un taux avant confinement de 0,18. Et donc maintenant, je vais vous parler de comment ce modèle a pu être calibré en fonction du groupe d'âge. Donc c'est sa spécificité, hein, c'est de pouvoir être calibré de façon assez précise. Alors, je vous montre ici à gauche sur les taux d'hospitalisation. Donc, vous avez les données en rouge et le modèle en noir. Donc, vous voyez ici l'hospitalisation par groupe d'âge. Et donc, vous voyez une différence très nette entre le groupe 5 et les autres groupes. Et ça, on a mis beaucoup de temps à comprendre pourquoi. Et en fait, c'était lié à des politiques différentes. Et donc, on a dû introduire ça dans le modèle pour comprendre ces différences. Vous voyez ici le nombre en fonction du temps, du changement du nombre de personnes qui rentrent et qui sortent de l'hôpital. Le nombre de personnes ici en soins intensifs. Donc encore une fois, vous voyez comment le modèle arrive de façon très fine à reproduire les données de l'hôpital. Voici en bas donc les personnes en soins intensifs, le changement en soins intensifs et le changement en soins intensifs par groupe. Également, le modèle permet de bien calibrer les flux. Donc avant ça, je vous montre ici le nombre de personnes qui décèdent par groupe d'âge. Et enfin les flux, c'est-à-dire en utilisant les densités cumulées. Hein, vous voyez ici comment le modèle, pour les personnes qui décèdent par groupe d'âge, permet également de bien intégrer les données. Et donc les données cumulées nous donnent des informations sur le flux, le nombre de personnes rentrant, le nombre de personnes sortantes. Donc une fois qu'on a calibré le modèle, on l'a tout simplement testé. Et par exemple, ici, dans le cas où il n'y aura pas de déconfinement, on arriverait après 300 jours à 14% de la population infectée. Et vous voyez ici à droite comment ces 14% se distribuent dans la population qui est assez hétérogène, hein, puisque moins de 5% correspond à une fraction d'infectiosité pour les personnes qui ont plus de 70 ans. En noir, vous avez le groupe 1, donc des personnes moins de 25 ans, et en rouge, entre 25 et 50. Donc une large variabilité par groupe, et néanmoins, hein, ce cas-là, si jamais après 300 jours, qu'on relâche les mesures et qu'il y a des petites fluctuations, c'est-à-dire des petites personnes un petit cas de personnes qui sont infectées, eh bien l'épidémie repartira puisqu'il n'y a pas d'immunité collective acquise. Alors, dans le cas ici du non-déconfinement, on peut voir ce que le modèle donne pour le nombre de personnes hospitalisées par groupe, le nombre de personnes en soins intensifs, le nombre de personnes décédées par groupe. Ici, le confinement, je voudrais l'indiquer, il est au jour 61, c'est une façon dont le modèle est organisé.
Et donc vous voyez que le modèle prédit précisément les différentes configurations temporelles. Et donc ici, évidemment, la pandémie est sur cette durée complètement maîtrisée. Qu'est-ce qui serait passé si la population n'avait pas été confinée? Eh bien, encore une fois, on peut utiliser ce modèle pour voir que le nombre d'hospitalisations aurait sans doute déstabilisé complètement l'hôpital. Ici, vous avez l'hospitalisation par groupe, le changement d'hospitalisation, les soins intensifs auraient été complètement saturés. Et vous voyez le grand pic ici de mortalité, la mortalité par groupe. Et pour résumer cette slide, donc, qui sera bien détaillée dans l'article, on aurait eu 250 000 morts sur ces 5 régions et 87% de personnes infectées et une saturation des soins intensifs pendant 50 jours. Voilà. Et après 50 jours, un retour à la normale. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si après le 11 mai, il y a un déconfinement sans mesure? Eh bien, vous voyez ici le premier pic et apparaître assez rapidement un deuxième pic avec un facteur 6 de personnes infectées. Et donc là encore, on peut utiliser le modèle pour voir que le second pic arrive avec une saturation ici des soins intensifs. Et vous voyez ici la distribution des personnes en soins intensifs et un nombre de morts ici qui va exploser à 8000 personnes par jour pendant la vague du second pic. Donc voici le résultat de ce qui se passerait s'il y a un déconfinement sans mesures sociales. Eh bien, on aurait 220 000 personnes pour ces 5 régions. Et donc, je donnerai ensuite les conclusions sur l'ensemble du territoire. Ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a étudié ce qui se passerait si maintenant les mesures sont sociales, le port du masque, réduction du nombre de rencontres, etc., permettaient une réduction de ce R0, donc de ce facteur qui mesure le nombre de personnes qui vont être contaminées lorsqu'une personne est infectieuse, par un facteur 3, par un facteur 2.5 et par un facteur 2. Et donc ce qui nous a motivé ici, c'est l'effet de réduction du masque qui serait de l'ordre de 2.8. Donc on a extrapolé cette information pour étudier ces scénarios. Donc vous voyez ici, ce qui se passe s'il n'y a pas de déconfinement en noir. Donc au jour d'aujourd'hui, on est au jour 50, 0 c'est la date du confinement. Donc en rouge, partout si on arrive à maintenir un R0 divisé par 3, et donc si vous voyez à travers ces 6 courbes, eh bien, je dirais que l'épidémie, elle est contenue. Si on arrive à 2.5, vous voyez que déjà, cette petite variation peut entraîner un changement. Et si on tombe à 2, là vous voyez que tout d'un coup, le nombre de personnes infectées drastiquement est multiplié quasiment par un facteur 3, le nombre de nouveaux personnes infectées. Le nombre de personnes hospitalisées, pareil, on passe de R0 à 3, disons, avec un facteur énorme ici, que vous pouvez voir entre la différence entre le rouge et le vert. Et on passe d'un cas où, à 2.5, il y a 2000 personnes au pic aux soins intensifs, à un soin intensif qui se resature immédiatement, je dirais 50 jours après le déconfinement. Donc, voici en résumé ce qui peut se passer pour ces 5 régions. Quand R0 divisé par 3, on maintient 21 000 personnes à l'hôpital, avec 16% d'infectés, et vous voyez comment ce chiffre augmente à 35 et 70 lorsque R0 est divisé par 2,5 ou par 2, avec un taux d'infectiosité qui augmente de 30 à 50%. Donc un système qui est extrêmement instable,
et qui peut à tout moment diverger à cause de cette phase exponentielle dans laquelle on est. Les conclusions du modèle sont les suivantes. Au temps de déconfinement, on prédit que 13% de la population de ces 5 régions les plus atteintes ont été infectées, ce qui représente 4,6 millions de personnes. 4,6 millions de personnes ici sur tout le territoire. On a ici extrapolé et multiplié par le facteur dont je vous avais parlé au début. Dans le scénario de déconfinement, 240 jours après, on n'a que 14% des personnes qui sont infectées, mais l'épidémie peut persister par ce qu'on appelle des effets à bas bruit, où des personnes infectées peuvent refaire démarrer l'épidémie. S'il n'y a pas de confinement, s'il n'y avait pas eu de confinement, on aurait eu 12 000 morts par jour au moment du pic, avec 250 000 personnes décédées pour ces 5 régions, ce qui fait à peu près 450 000 personnes qui auraient décédé dans tout le pays, 87% de la population qui aurait été infectée et des soins intensifs qui auraient été saturés pendant 50 jours. Et par groupe d'âge, 95% de ces personnes auraient été infectées dans ce groupe 0,24, qui est un groupe où il y a beaucoup d'asymptomatiques, et 120 cas de décès. Et pour les personnes de plus de 70 ans, 40% d'entre elles auraient été infectées, avec 160 000 personnes décédées. Maintenant, un déconfinement sans restriction donnerait un second pic assez large, avec 220 000 morts pour ces 5 régions, après 200 jours, des soins intensifs saturés, avec un besoin d'hospitalisation à 320 000 personnes au moment du pic. Dans le cas où R0 serait divisé par 3, on n'aurait pas de deuxième pic, la pandémie est sous contrôle après 300 jours et la proportion de personnes infectées est maintenue à 18%. Le total de personnes décédées pour ces 5 régions serait de 21 000 personnes en hôpital. On n'a pas compté ici ce qui pourrait se passer dans les EHPAD. Le déconfinement avec un cas où R0 serait divisé par 2,5, là on aurait tout d'un coup un saut à 30% de la population qui serait infectée au jour 300, avec une pente qui est croissante et un nombre de décès cumulés à 35 000. Dans le cas d'un confinement où R0 est entre 2,5 et 3, donc on prédit qu'on resterait dans une phase exponentielle avec quand même un taux de fluctuation très important et le besoin de mesurer de façon constante, alors sans doute avec les tests, encore faut-il bien comprendre comment intégrer ces informations au modèle pour qu'il soit prédictif. On reste dans une période exponentielle, donc où toute petite fluctuation peut augmenter de façon exponentielle. Voilà, et donc nous pensons qu'à ce moment-là, le nombre de tests devrait être au moins de l'ordre de dizaines, voire centaines de milliers par jour pour pouvoir être efficace. Voilà, donc je remercie, on a eu des discussions avec Dan Longroy pour affiner le modèle. Le modèle pourrait être ajusté pour l'ensemble des différentes régions de France, bien qu'il y ait une hétérogénéité, mais ça demande des ajustements précis. Donc ici, on pourra utiliser notre modèle pour estimer en temps réel R0 et donc pouvoir ajuster des mesures pour faire en sorte que l'épidémie ne fasse pas exploser le système de santé en temps réel. Et donc nos softwares ont été développés en MATLAB, Mathematica, Maple, et on a utilisé donc les sources publiques du gouvernement. Et donc je vous remercie pour votre attention.